Hello les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Real Madrid pour décrypter cette fois-ci la nouvelle prise de parole et surtout la nouvelle interview de Florentino Pérez pour la radio espagnole Onda Cero et leur émission El Transistor sur laquelle il est revenu sans langue de bois et du coup sans détour sur toute l'actualité du Real Madrid, le départ de Zidane, le départ de Ramos, l'arrivée d'Ancelotti, le non-choix de Raúl, le nouveau stade, l'équipe féminine, même parler de l'UEFA et de pas mal de choses, dont d'ailleurs le possible départ de Varane et de Marcelo et le retour de Bale. En tout cas, il a parlé de vraiment beaucoup de choses. On décrypte ça ensemble. Avant ça, les amis, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée une nouvelle fois par le site Maillotech qui m'avait déjà envoyé à l'époque des maillots du Real Madrid que j'avais pu tester sur plusieurs jours et plusieurs semaines en jouant avec, en les lavant plusieurs fois. J'étais très content de la qualité du textile, du flocage et de la broderie. Ils m'ont d'ailleurs envoyé encore une fois le maillot cette fois-ci par contre de l'équipe d'Espagne pour l'Euro 2020. Je suis très content encore une nouvelle fois de la qualité du flocage, du produit et du textile. Donc franchement, il n'y a rien à redire. Tu pourras d'ailleurs trouver dans ma description le lien de leur site pour trouver des maillots de la saison passée, de la saison à venir, des sélections, des clubs, les survêtements aussi pour femmes, hommes et enfants bien évidemment avec les différentes tailles. Tu auras du coup des prix attractifs pour compléter ta collection et te faire plaisir à moindre coût. Et en plus de ça, avec mon code promo et tout ça, tu auras accès à une nouvelle promotion, 2 maillots achetés, 1 offert. Du coup, fais-toi plaisir, c'est l'occasion. Pour commencer à parler de l'interview plus précisément, alors il a déjà commencé à rentrer tranquillement dans le vif du sujet, tu connais, en parlant du nouveau stade qui pour l'instant est encore en construction et rénovation par rapport aux infrastructures, avec l'ajout du nouvel hôtel, avec du coup bien sûr les casinos qui seront construits, les différents restaurants qui vont être rénovés et ajoutés et tout ça, les différentes boutiques aussi qui vont s'incorporer, les nouveaux signatures de contrat avec bien sûr d'autres partenaires qui vont s'incorporer au stade pour bénéficier au Real Madrid avec davantage de revenus, de chiffre d'affaires aussi. Il a dit que le stade pour l'instant pourra peut-être accueillir au début de saison, vu que dans l'Espagne les stades vont pouvoir se remplir dès le début de saison. Ils peuvent potentiellement accueillir jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000 voire 40 000 personnes. Vu qu'il y a les mesures Covid-19, forcément le stade ne sera jamais rempli pour l'instant. Il faut attendre encore quelques mois pour ça, le temps que tout le monde soit vacciné. Il a dit aussi que peut-être on pourrait jouer à l'extérieur les premiers matchs. Alors peut-être au Di Stéfano, mais le problème c'est qu'il y a un manque à gagner avec la billetterie qu'on a déjà perdu depuis plus d'1 an et demi avec les stades déserts et tout ça. Donc forcément, il a dit que ce serait bien pourquoi pas de jouer au Wanda Metropolitano. En tout cas, Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, ne serait pas contre aider le Real Madrid à ce niveau-là pour qu'on récupère un peu d'argent de billetterie. Mais Florentino Pérez a quand même insisté sur le fait que pour le moment, on est plutôt tranquille par rapport à l'avancée des travaux, qu'on pourra commencer à accueillir des gens au stade dès le début de saison et du coup après le finir pour fin 2021. D'ailleurs, le stade, les amis, il a dit clairement que c'était un objectif aussi de s'auto-financer les futurs mercato, ne pas forcément compter sur d'autres sponsors, ne pas forcément compter aussi sur la vente de joueurs et tout ça, parce que le stade à lui tout seul devrait générer, selon ses prédictions, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, bien plus que ça que ce qu'on avait avant, et sans compter bien sûr la billetterie, ce qui est quand même un très bon signe en termes d'activité économique par rapport au tourisme et par rapport à tout ce que le stade et le club peut proposer autour. C'est du coup un moyen de financer les futurs mercato et financer aussi pourquoi pas le salaire de gros joueurs. Il a parlé du cas de Raúl bien évidemment. Alors on lui a posé la question pourquoi Raúl n'a pas été choisi comme entraîneur à part Ancelotti après le départ de Zidane. Il a dit que Raúl est assurément quelqu'un de très compétent. Il l'a montré en tout cas avec la Youth League, il l'a montré avec les jeunes aujourd'hui, avec le Castilla qui n'ont pas pu se qualifier en deuxième division à cause d'une règle absurde comme quoi si tu fais 0-0 dans un match contre une équipe qui était mieux classée que toi avant les playoffs, et bah du coup tu ne joues même pas les tirs au but parce que si tu fais 1-1 t'as le droit d'aller au tir au but. C'est un petit peu absurde. Il était même dégoûté lui-même Florentino Pérez de ces détails là. En tout cas il pense que la saison prochaine ou peut-être dans 2 ans le Castilla pourra retrouver la D2 avec la nouvelle génération, mais il a dit que Raúl manquait encore un peu d'expérience parce qu'il pensait aujourd'hui que après le départ de Zidane et pour changer un peu de cycle et de méthode, il avait besoin peut-être de quelqu'un d'un peu plus d'expérience comme Ancelotti qui connaît aussi un peu la maison, qui sera capable aussi de pousser autant les jeunes que les cadres dans leur retranchement et qui pourra apporter surtout une nouvelle révolution au club, et que Raúl par contre sera amené dans les années à venir à prendre la succession d'Ancelotti ou peut-être celui d'après encore. Par rapport à l'UEFA, il a notamment parlé aussi de la fameuse règle du but à l'extérieur qui a été supprimée. Il a dit que concrètement, lui, même si c'est un grand fan de foot, il s'en fout un petit peu de cette règle. Lui, il préférait que l'UEFA s'occupe d'abord de restructurer un petit peu ses compétitions, restructurer bien évidemment les méthodes pour gagner des fonds, pour redistribuer l'argent, gagner encore plus de revenus qu'avant, et surtout pour récupérer, j'allais dire, l'audience perdue à travers les années, parce qu'il a pas tort, Florentino Pérez, quand il parle d'audience qui diminue de plus en plus. Sachez pour l'anecdote, et j'ai fait des recherches moi-même pour ça, que le match qui a été le plus vu par exemple pour l'Europa League la saison dernière, il a fait moins d'audience que Bilbao Levante en Liga, qui a fait la pire audience de Liga. Donc imaginez un peu, la meilleure audience d'Europa League, elle a fait moins que la pire audience de Liga.
c'est quand même abusé. Et sans compter la finale d'Europa League, bien évidemment. On t'imagine quand même qu'aujourd'hui, le football se porte mal. Que même en Ligue des Champions, les phases de poule, t'as de moins en moins d'audience, t'as de moins en moins de visiteurs, etc. qui regardent les matchs. Que t'as de plus en plus, surtout, de visiteurs ou de supporters qui vont regarder les matchs sur les sites piratés, etc. Donc t'as moins d'audience sur les chaînes de télé, sur les chaînes achetées, du moins. Et c'est compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'ils préféraient que l'UEFA, fasse un petit peu comme lui avec la Super League. C'est-à-dire, restructure un peu plus les méthodes de financement, des compétitions pour attirer les sponsors, etc. plutôt que de supprimer des règles pourtant qui faisaient tout le frisson de la compétition. Après, il a parlé rapidement de son parcours, comme quoi il était très triste d'être parti en 2006, etc. Qu'il avait quand même fait un très bon boulot dans son premier mandat, qu'il préfère par contre son deuxième mandat, même si le premier avait permis de poser les premières pierres de la légende du Real Madrid et des Galactiques. Mais il est très fier en tout cas du parcours qu'il a accompli, surtout dans le deuxième pour remporter les différentes Champions League, et qu'aujourd'hui il est très serein pour apporter via le nouveau stade et via bien évidemment les nouveaux sponsors, de la manière aussi dont il a géré le club et tout ça quand il était un peu endetté avec la crise Covid, etc. Il est très serein pour apporter une troisième vague de Galactiques dans les années à venir et surtout pour apporter de nombreux succès en Espagne tout comme en Europe au club. En précisant que toutes les décisions qu'il a prises jusqu'à maintenant, c'était bien évidemment dans l'intérêt du club avant le sien ou avant les autres, et il a tout fait pour ce qu'il pensait être le mieux pour les socios et pour le club, mais si bien évidemment, par moment, ça n'a pas forcément marché et qu'il a été un petit peu critiqué, mais c'est une personne qui est quand même aussi âgée un petit peu aujourd'hui, c'est un grand businessman et il a lui-même avoué que même s'il a fait des erreurs, il a quand même pris du recul nécessaire pour aller dans la bonne direction, le chemin du succès. Il a d'ailleurs précisé qu'à l'époque du recrutement des Galactiques, quand il a repris le club avait énormément de dettes, limite plus qu'aujourd'hui, et il a sorti l'argent de sa propre poche pour pouvoir justement éponger les dettes et pour ensuite payer Zidane, Ronaldo, Figo et tout ça. C'est quand même aujourd'hui l'homme qui, pour moi, je le dis clairement comme ça, c'est le meilleur président de l'histoire du Real Madrid et c'est lui un petit peu qui a quand même, qui a énormément aidé le Real Madrid à être ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je pense très clairement que si Florentino Pérez n'avait pas été là, il se peut que le Real Madrid aujourd'hui n'ait même pas la moitié de sa puissance qu'on a aujourd'hui et qu'on n'ait pas gagné, qu'on ait limite rien gagné. Moi, je suis sûr que sans Florentino Pérez, on n'aurait pas gagné de Champions League depuis énormément de temps. Si ce n'est bien sûr celle de 2000-2002 quand il était là, on les aurait pas gagnées s'il n'était pas là. Et encore moins celle d'après 2014, etc. Il précise aussi que d'ailleurs sa vision de voir le football aujourd'hui doit être plus orientée business malheureusement parce que c'est comme ça. Si t'as pas d'argent, tu peux pas payer tes joueurs, tu peux pas avoir des stars, tu peux pas avoir des cadres. Du coup, t'as moins de droits TV, t'as moins de sponsors parce que t'as pas forcément les bons joueurs. Et il dit que sa vision du football, il va pas forcément l'imposer au monde, mais il aimerait en tout cas que les gens prennent plus en considération son idée, ce qu'il a apporté, parce qu'il pense que ça va dans la bonne direction. Tout comme le pense aussi Juan Laporta, le président du Barça, tout comme le pensait aussi le président de la Juventus, les trois survivants un petit peu de la Super League, qui pensent que leur vision méritait en tout cas un peu plus d'attention. Après, il a aussi très mal vécu du coup le départ de Ramos, comme quoi il le voyait comme un fils, comme quoi il l'avait accueilli, etc. En 2005, avant bien sûr de perdre sa fonction pour après Calderon qui a pris la place en 2006. Mais en tout cas, il a dit que il avait tout fait pour que Ramos puisse partir dans de bonnes conditions. Il avait retenu d'ailleurs la leçon du départ de Raúl et de Casillas, même si pour Casillas apparemment il a dit que il avait prévu des trucs avec le trophée, mais que dans la précipitation, tout le bordel, ça s'était mal fait, et que Raúl il voulait faire ça aussi, mais malheureusement les deux hommes étaient pas forcément en très bons termes. Enfin, du moins à l'époque où il était joueur, c'était pas fini notamment très bien. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, la preuve, il est entraîneur du Castilla, mais il a retenu la leçon. Il veut bien traiter ses légendes, il veut mieux en tout cas les traiter que par rapport à ce qu'il a fait avant. D'où le fait que Ramos a eu droit à une belle cérémonie et tout ça, pas forcément devant des supporters comme ça pourrait être rêvé à cause du Covid, mais maintenant il l'a fait de la belle manière devant la presse, tout ça avec les trophées qu'il a gagnés. Et voilà, après il était très déçu, en tout cas lui il a apporté une nouvelle version de la prolongation de Ramos, comme quoi il avait bien donné explicitement une date limite pour qu'il puisse prolonger et tout ça. Apparemment Ramos ne l'avait mal compris, il l'avait pas vu, ce qui a donc entraîné une sorte de quiproquo qui du coup a rendu l'offre du Real Madrid absolument caduque, qui bosse aujourd'hui à trouver son remplaçant après l'arrivée d'Alaba, mais comme Varane va partir, faut peut-être penser à Koundé ou peut-être à Pau Torres ou un autre joueur. Enfin, le cas de Varane n'est pas encore explicitement bien dit qu'il va partir, mais comme il a plus qu'un an de contrat et qu'ils ne veulent pas le voir partir gratuitement en 2022, il partira forcément aujourd'hui entre 50 et 80 millions d'euros, sûrement en Angleterre à Manchester United, on verra bien, mais il est clair que si Varane veut partir, en tout cas il pourra lui dire et le laissera partir comme il l'a dit. Par rapport au départ de Zidane, il a dit qu'il n'était pas surpris. Par contre, la seule chose qui l'a surpris, c'est la lettre que Zidane a soi-disant écrite à la presse, parce qu'il est certain à 3000% que c'est pas Zidane qui l'a écrit, que quelqu'un l'a écrit à sa place, et que en tous les cas Pérez avait parlé avec Zizou en dehors du truc, et qu'apparemment les deux en discutant avaient des propos totalement différents de la lettre en fait. Et du coup il avait dit que à l'instar de Ramos qui pourra revenir en tant que coach, ça c'est certain, ou pourquoi pas de directeur sportif, ça dépendra du choix de Ramos,
Zidane pourrait largement revenir en tant que pareil directeur sportif ou nouvel entraîneur en tout cas du Real Madrid, parce que lui de base il voulait pas le voir partir, il voulait le voir rester encore un an de plus. Mais si Zidane un jour voudrait revenir, il pourrait. Après il a clairement dit que Zidane, son rêve aujourd'hui c'est d'être sélectionneur de l'équipe de France, ou pourquoi pas d'un autre très très grand club comme sûrement la Juventus ou quoi. Donc il comprend son départ, il comprend son envie de partir et de rester potentiellement sur les succès passés et ne pas enchaîner pourquoi pas une deuxième saison blanche qui pourrait être fatale. Même s'il a aussi expliqué aussi un petit peu les échecs de Zidane cette saison par rapport au fait que l'effectif avait peut-être quelques problèmes aussi au niveau des blessures, la régularité, la fatigue, le Covid qui nous avait quand même bien impacté. Il met tout ça bien sûr au-dessus des échecs parce qu'il comprend parfaitement la situation. Après il a parlé rapidement, j'allais dire, de la gestion des égos, des stars et tout ça et les relations qu'il a avec eux. En général il a un peu la relation de père ou de grand-père si tu veux par rapport aux joueurs. En tout cas il est très proche des joueurs, Florentino Pérez, et il aime bien en tout cas détenir autant une bonne relation avec les enfants formés au club et les stars qui arrivent dans le club pour bien les connaître, pour bien sûr les avoir un peu dans sa poche, si tu vois ce que je veux dire. Mais surtout il a dit que les départs comme ceux de Casillas avaient quand même beaucoup marqué et qu'il aimerait bien, comme je disais juste avant, mieux traiter ses légendes et surtout apporter un standing encore plus important au Real Madrid et surtout beaucoup plus de classe que par le passé où des fois, suivant les circonstances, ça s'était plus ou moins mal passé. Après il a bien précisé, pour parler d'Ancelotti maintenant, qu'il n'avait jamais discuté avec Pochettino, qu'il n'avait pas discuté avec Conte, il avait simplement discuté avec Allegri, mais finalement il avait préféré Ancelotti qui était un ancien de la maison, qui avait déjà fait ses preuves et remporté de nombreux trophées avec le Real Madrid. Il est aussi très content du retour de Pintus, pour faire un petit peu un lien avec ce que j'ai dit juste avant, parce que pour éviter les blessures et tout ça, il sait que Pintus c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui avait en tout cas redonné au Real Madrid un élan physique assez important et du coup qui avait permis de remporter les Ligues des Champions, des Ligas et tout ça à la suite. Et il pense que Ancelotti et Pintus c'était le meilleur choix à faire à court moyen terme plutôt que Raúl qui en tout cas continue de se former et qui pourra à terme devenir l'entraîneur du Real Madrid après Ancelotti. Pour la saison prochaine, alors du coup il a dit qu'il était en train de la préparer parce qu'actuellement l'effectif est de 30 à 35 joueurs en comprenant les jeunes qui vont avoir un contrat, en comprenant les joueurs prêtés qui vont revenir, et c'est très bien qu'il va falloir dégraisser forcément pour une question de salaire, de masse salariale, pour une question aussi de rentabilité et de revenus pour pouvoir investir sur d'autres joueurs. Du coup il a dit que aujourd'hui ils étaient en pourparlers avec l'agent de tous les joueurs prêtés et d'autres joueurs en instance de départ pour savoir où les caser, ce qu'ils veulent faire d'eux, s'il faut les prêter, parce qu'il a bien dit que les jeunes aujourd'hui ne doivent pas avoir une progression qui soit freinée. Il a parlé de Ceballos, il a parlé de Odegaard, il a parlé de Kubo, il a parlé de plein de joueurs comme ça, et il a bien dit, comme Brahim Diaz, il a dit qu'il fallait que les joueurs jouent un maximum pour pouvoir un jour porter le maillot du Real Madrid et donner la pleine mesure de leur talent et en tout cas s'installer dans l'effectif et gagner des trophées. En parlant de recrues, alors là, du coup lui il aimerait bien par contre avoir davantage de joueurs forcément de la maison qui aillent en équipe première, un peu comme les Carvajal, les Lucas Vazquez et tout ça, mais il aimerait aussi bien évidemment attirer de grosses stars parce qu'il sait très bien que sans grosses stars t'as moins de sponsors, t'as moins de droits TV, t'as moins d'exposition, en tout cas t'as moins de ventes de maillots aussi forcément et pourquoi pas de recettes au club. Mais il pense très clairement aujourd'hui que avec un mélange de joueurs jeunes qu'on a acheté régulièrement comme Vinicius, comme Valverde, comme Rodrigo, etc., il sait très bien que ces joueurs là ont un très fort potentiel et il faut être patient avec ces jeunes là pour qu'ils explosent véritablement, prennent leur place et qu'à la suite de ça t'es des joueurs qui n'ont pas forcément coûté ultra cher par rapport à ce qu'ils auraient coûté si tu les avais payés à 25 ans, mais du coup aujourd'hui ils veulent incorporer les meilleurs avec les meilleurs qu'ils ont déjà et qui font grandir pour créer un effectif vraiment complet en qualité et en quantité. Il n'a pas voulu parler trop du cas de Mbappé et de Haaland, il sait très bien que les socios se réclament les meilleurs, il sait très bien que les supporters réclament les meilleurs joueurs, mais aujourd'hui il veut pas parler des autres joueurs des autres clubs pour ne pas, j'allais dire, forcément avoir un manque de respect etc pour le PSG et d'autres clubs. Mais un jour il sait très bien, il a glissé un petit sourire là-dedans en disant que Mbappé potentiellement cette année je pense ça peut être fait, ou l'année d'après quand il sera gratuit. D'ailleurs en parlant du PSG il a évoqué Ramos, pourquoi pas, il a dit que pour lui le PSG serait, j'allais dire, le club qui peut potentiellement accueillir autant Ramos que Cristiano Ronaldo. En tout cas ils ont la manne financière assez intéressante, aujourd'hui ils ont un projet sportif assez solide avec quand même une finale de Ligue des Champions et une demi-finale juste derrière, donc pourquoi pas. Il a dit en tout cas que si Ramos allait au PSG il serait bien plus content que s'il allait je sais pas dans certains clubs de première ligue ou quoi, et il pense que le PSG lui correspondrait bien. Pour Marcelo qui est donc du coup le premier capitaine officiel du Real Madrid en tant qu'étranger, j'allais dire, d'ailleurs d'habitude c'est toujours des Espagnols qui sont premiers capitaines, aujourd'hui c'est un Brésilien, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du club, et du coup il a dit que Marcelo s'il veut rester il restera, mais si bien évidemment ça dépendra aussi d'Ancelotti s'il pense être capable de remettre Marcelo sur le bon terme, sur le bon rail. Mais du coup on sait très bien pourtant qu'il y a Ferland Mendy titulaire, qu'il y a Miguel Gutiérrez qui est un jeune du Castilla qui a absolument éclaboussé la Liga et même les supporters de son talent. Donc moi je pense que ça serait mieux quand même de vendre Marcelo avec tout le respect qu'on a, récupérer un peu d'argent, récupérer aussi sa fiche salariale qui est quand même absolument énorme et laisser Miguel Gutiérrez prendre sa place,
tourner avec Ferland Mendy et pourquoi pas s'installer un jour en tant que numéro 1. Après il a bien précisé pour la Super League qu'ils n'ont pas échoué du tout, qu'ils ont quand même travaillé pendant 2 ans sur ce projet là, qu'il y avait 12 équipes, qu'il y avait un format qui pouvait sauver un football qui, comme il le dit, perd de l'audience, qui meurt, qu'il y a moins d'argent qui rentre, qu'il y en a plus qui sortent qui rentrent. Et du coup forcément il a dit que c'était quand même plutôt intéressant. Il a dit que ça excluait personne de base. Forcément tu as 12 fondateurs, tu pouvais pas avoir 25 fondateurs, mais 12 fondateurs pour avoir un format assez classique. Mais il n'exclut pas d'avoir des équipes comme la Roma, comme pourquoi pas même des équipes comme la Sampdoria comme il l'a dit, mais quand même qui pourraient avoir forcément un impact moindre par rapport à d'autres équipes qui avaient un standing plus élevé. Et il dit que forcément des équipes comme ça, un Rome, Sampdoria Gênes, ça attire quand même beaucoup moins de gens qu'un Manchester PSG, ce qui est tout à fait logique. Et lui il aimerait bien à terme avoir toutes les grosses équipes et les équipes moyennes, grosses équipes, etc. là-dedans pour créer vraiment une Super League avec plusieurs phases de groupe, avec en tout cas des montées-descentes qui peuvent avoir un intérêt supérieur. Et en tout cas revoir aujourd'hui le système qui était décrié il y a plusieurs mois pour l'améliorer, le reproposer à l'UEFA et pourquoi pas sauver le football. Il a parlé d'ailleurs des différentes sanctions, comme quoi bien sûr les menaces de l'UEFA de suspendre le Real Madrid, c'était que de paroles en l'air finalement, parce que juridiquement l'UEFA n'a pas le droit de suspendre le Real Madrid, etc. Parce que tant que le Real Madrid, le Barça, la Juve et les clubs fondateurs n'ont pas créé la compétition, ne sont pas allés jouer des matchs là-bas, ils peuvent pas, j'allais dire, être suspendus. Par contre, s'ils avaient commencé des matchs là-bas, oui, ils auraient été exclus à la Ligue des Champions. Mais dans tous les cas, s'ils ont créé la Super League, ils n'auraient eu aucun intérêt économique et sportif à rejouer la Ligue des Champions sans les 12 clubs fondateurs et les autres. C'est normal. Mais du coup, l'UEFA, en termes juridiques, ne peut prendre aucune sanction, aucune mesure. Même la FIFA ne peut pas. Donc forcément, à ce moment-là, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils savaient très bien où ils allaient, ces businessmen. Et à ce moment-là, tu peux que les applaudir quand même d'avoir tenté le truc, même si bien évidemment ils le reconnaissent. Leur projet était bancal sur certains points, mais sur le tout reste il était solide. Et je pense que les gens, avec la crise, etc., comme il le dit, ils vont finir par se rendre compte qu'au bout d'un moment, économiquement, on n'a pas le choix. Il faudra que les gros gagnent beaucoup d'argent pour les reverser aux moyens et petits clubs via le mercato et l'achat des joueurs. Après, il a parlé surtout aussi de la possible arrivée de Luis Campos en tant que directeur sportif du coup du Real Madrid. Le Real Madrid d'ailleurs au niveau du mercato qui souffre un petit peu de l'absence de directeur sportif au niveau des choix, des erreurs de casting qui sont faites directement par les instances du Real Madrid et aussi des fois par l'entraîneur. Il vaudrait mieux avoir un directeur sportif, et ça je le dis depuis des années, pour bien analyser les joueurs, pour bien comprendre les besoins de l'équipe et bien comprendre le potentiel d'un joueur. Luis Campos du coup qui était déjà passé au Real Madrid avec Mourinho, qui a fait un très bon travail à Lille notamment cette saison, enfin du moins quand il était là, mais du coup aujourd'hui il a dit que c'était pas pour le moment d'actualité d'avoir Luis Campos au Real Madrid et c'est quand même dommage. Après il était quand même déçu par rapport à plusieurs thèmes, que la Liga bien sûr le Real ne l'ait pas gagné à la dernière journée à un but près si Valladolid avait égalisé contre l'Atlético Madrid. Il est quand même dégoûté que aussi il n'y ait pas de Madrilène en sélection, même si bien évidemment il pense que c'est pas qu'un fait anodin, parce que forcément il parle de Nacho, de Carvajal, Ramos, de Lucas Vazquez, mais voilà, après bon, il en veut pas à Luis Enrique, il dit que oui il y a eu des blessures, des absences etc répétées, mais même si Nacho est pas titulaire au Real Madrid, il a quand même fait une bonne partie de saison et il méritait d'y être. Après il a parlé aussi du Real Madrid féminin, comme quoi maintenant ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Ça fait que 2 ans que le Real Madrid au foot existe, enfin 1 an maintenant plein, parce qu'avant c'était pas le Real Madrid, c'était un autre club qu'ils ont racheté, mais du coup aujourd'hui il a beaucoup d'espoir de faire un bon mercato cet été pour avoir une belle équipe en plus des joueuses qu'il y avait déjà, pour avoir un bel effectif simplement, et pourquoi pas au moins passer les phases de poule en Ligue des Champions. Après il a bien parlé des joueurs prêtés, qui veut voir en tout cas bien progresser, le retour de Bale en tout cas, parce que par rapport à qui il a quand même de bons souvenirs avec lui, même s'il sait que c'est plus le Bale des tout débuts, mais en tout cas il pense que Bale peut apporter aussi beaucoup de choses, et s'il est pleinement concentré sur le football et qu'il est motivé, ça peut être l'un des meilleurs joueurs du monde comme il a déjà prouvé par le passé. Donc en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vraiment retracé aujourd'hui tous les aspects, en tout cas la crise, le stade, l'équipe féminine, les joueurs etc, les entraîneurs. On a parlé vraiment de tout ce qu'a pu dire Florentino Pérez. Je vous ai un petit peu fait un résumé de tout ce qu'il a dit en analysant un petit peu tout ça, et vraiment en tout cas il y avait beaucoup de thèmes intéressants. Donc j'espère vraiment que cette interview vous a plu, que aussi ce format là d'analyse des interviews vous plaît aussi. Si vous voulez davantage de vidéos comme ça, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai pourquoi pas de faire un format un peu plus court la prochaine fois, et comme c'était long forcément je pouvais difficilement raccourcir, mais en tout cas abonnez-vous et cochez la cloche et laissez de gros pouces bleus si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. Je vous laisse évidemment me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur Twitter, à tous les liens qui s'affichent ici et en description. Retrouvez aussi le site de Maillot Taille en description comme d'habitude avec mon lien et mon code promo. Et bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.